Tu te rappelles? Oh. Alors c'est l'heure. Attendez, avant que je commence ma diatribe, j'aimerais mettre les choses au clair. J'ai écrit ma critique de Code Lyoko Evolution avant que la difficulté financière de Moonscoop ne soit révélée. Je n'ignore rien du rachat de la société par Dargo et de sa filiale américaine par une autre boîte. La chose n'a rien de réjouissant et on ne peut que compatir à la détresse des personnes concernées. Mais ça ne m'empêchera pas de dire du mal de Code Lyoko Evolution et de ce fait de critiquer une partie de ces personnes pour leur façon d'exercer une fonction qu'elles n'ont plus dans une entreprise qui n'existe plus. J'entends d'ici des fans en colère venir me reprocher de tirer sur une ambulance comme il ne manque jamais de le faire quand on critique, quand on ose critiquer le jeu d'acteur des comédiens de la série, ça j'y reviendrai. Or le fait est que s'il est vrai que le rachat de Moonscoop par Dargo représente une catastrophe considérable du fait que des salariés qui n'ont rien demandé se retrouvent du jour au lendemain sans emploi, ce n'est absolument pas une raison pour être indulgent avec Code Lyoko Evolution. Sur ce point, je vais être bref. D'après Sophie de Croisette, directrice d'écriture des saisons 1 à 3 de Code Lyoko et scénariste de la saison 4, l'initiative de faire malgré tout une saison 5 n'était absolument pas motivée par les difficultés financières de Moonscoop qui se profilaient à l'horizon comme on aurait pu le penser. Mais fût-ce le cas, ça n'aurait pas été une excuse. On enseigne le mythe d'Icare aux enfants pour leur faire comprendre que risquer une action casse-gueule dans l'espoir de gagner le pari et de faire un bénéfice, fondamentalement ça vaut pas le coup. Bien sûr que rien ne progresserait si personne ne prenait jamais de risque, mais c'est un choix qu'il faut assumer et c'est un argument qui ne met personne à l'abri de la critique et surtout pas une suite après fin fermée comme l'est Code Lyoko Evolution. J'ai lu des forums, j'ai vu des gens se faire incendier et traiter de défaitistes pour avoir suggéré que la chute de Moonscoop signifiait la fin définitive de Code Lyoko. De mon point de vue, ça n'a rien de défaitiste. Les pyramides sont terminées, définitivement terminées, personne ne continue de les construire, leurs architectes et leurs maçons sont morts depuis très longtemps, ça ne retire absolument rien aux pyramides elles-mêmes, c'est justement tout le contraire. A ce titre, je considère la fin définitive de quelque chose que j'apprécie à titre rétrospectif comme un état de fait extrêmement positif. Et il est très regrettable que j'ai à attendre la faillite d'une boîte de production pour avoir ce soulagement d'une fin définitive, car il est très regrettable que la faillite soit la seule chose qui puisse encore convaincre des producteurs d'abandonner et de laisser tranquilles des histoires qui ont déjà un début, un milieu et une fin. Ceci étant dit, pardonnez-moi, le reste sera long. A la fin de la série en 4 saisons que nous appelons Code Lyoko, Xana est battue. Dans les règles de la série, silencieusement, sans vrai combat épique, sans duel, sans dialogue défiant, sans grandes phrases, sans mise en scène grandiloquente pour montrer que le méchant va passer un sale quart d'heure, non. En appuyant sur un bouton, tout comme il suffit de cliquer sur désinstaller pour se débarrasser d'un programme dont on ne veut plus. Et c'est tout. Ça a été vivement critiqué, mais au fond il n'a jamais été question de faire de Xana un méchant invincible. Il pouvait et devait être vaincu parce qu'il n'est ce qu'il est que grâce au héros. Je m'explique. Jusqu'à un point assez tardif de la série originale, le propos de l'histoire c'est que les héros ont fait le choix d'ouvrir une boîte de Pandore pour racler l'espoir caché au fond, mais parce qu'ils pensaient toujours être capables de refermer cette boîte en y remettant son contenu initial sauf l'espoir. Et nous devons croire en eux. J'insiste, c'est hyper important. Dans Avatar, Ozai il est méchant, y a pas à tortiller, la quête d'Aang elle est juste. Idem dans Argai, dans Batman, dans n'importe quoi. Dans Code Lyoko c'est un peu différent. Ils font un choix entre deux mots. Un peu dangereux mais irréparable, un très dangereux mais réparable. Ils choisissent le dangereux, ils choisissent de préserver Aelita. Pour que la situation marche, il faut croire en eux. Beaucoup de choses s'y opposent au fil des saisons, surtout dans la 3, mais à la fin, dans la saison 4, on croit de nouveau en eux car ils se montrent à la hauteur de leur ambition de départ. Et au terme de cette saison 4, lorsqu'ils ont réussi, lorsqu'Aelita est sur Terre et Xana définitivement neutralisée au prix d'un sacrifice, ils voient que ça a quand même pris 2 ans, que c'était plus dur que ce qu'ils croyaient, mais qu'ils peuvent passer à autre chose dans leur vie. Parce qu'ils n'aimaient pas Xana et ils n'aimaient pas Lyoko. Lyoko n'a jamais été une partie de Jumanji, ça les a jamais amusés d'y aller. Une forme de déni les poussait à apprécier l'instant faute de mieux, mais ils se sont jamais cachés de préférer leur collège à cette agrégation de plateformes flottant au-dessus d'un piège mortel, c'est pas du tout comme dans Jumanji. Bien qu'avec la difficulté de l'habitude, ils renoncent au supercalculateur de bon cœur et ils passent à autre chose. Je l'invente pas, l'épisode 95 finit comme ça. Mais alors les petits rigolos, qu'est-ce que vous trafiquez encore? Oh, rien de spécial, on vient juste de mettre fin à une vie héroïque pleine de dangers et d'aventures inoubliables. On passe tous par là, Della Robbia. Moi aussi un jour, j'ai abandonné mes rêves d'adolescent pour devenir adulte. Vous êtes vraiment devenu adulte? Ouais, je préfère pas en parler. Et ça fait beaucoup de fois qu'on montre cet extrait. Ah parce que oui, il y a ça aussi. Code Lyoko, c'est pas une série qui se termine par une ultime péripétie comme mettons Chris Colorado, Sandokan ou la saison 1 des Mondes Engloutis. Non, il y a un épisode entier consacré à tirer les conclusions de l'histoire.
Alors on peut débattre du vrai message de l'épisode 95, mais de l'aveu des auteurs, dans la forme et sur le fond, c'est en tout cas un point final. J'y vois aussi une requête pour le spectateur. Passez à autre chose. Une histoire vaut par sa conclusion. La conclusion est une mise en perspective. Si vous voulez de l'action perpétuelle, regardez Spider-Man, regardez la Ligue des Justiciers, regardez une série centrée sur les personnages. Si vous aimiez Code Lyoko, vous comprenez qu'il s'agit d'une progression. Une progression commence par un début et finit par une fin, et la fin elle est là. Sauf que là, je vous parle de continuité artistique, je vous parle d'œuvre de l'esprit, je vous parle d'histoire. Les producteurs, et parfois les spectateurs aussi, eux, ils voient juste le divertissement. Pour eux, une série, c'est un paquet de chips. Quand il y en a plus, il y en a plus, il faut aller en chercher un autre. Qui tiendrait davantage au souvenir de la beauté d'une pomme de terre qu'à la garantie d'avoir toujours à manger? Bref, 5 ans plus tard, on nous dit non, finalement, allons-y pour une suite. Mon sentiment est le suivant. La suite est la négation de la fin. Ce qui était une fin n'en est plus une. Et des certitudes absolues comme Xana peut être vaincue et l'a été ne seront plus jamais définitives. Car, la prochaine fois qu'il le sera, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'est pas parti pour ressusciter 5 ans plus tard au gré d'une saison N+1? Déjà ça. Ensuite, vous vous rappelez le propos de l'histoire, un choix non intuitif fait par les héros et auquel nous devons souscrire. C'est plus possible. Xana reviendra toujours, du moins il le pourra toujours, et les héros ont lâché les cavaliers de l'apocalypse sur le monde parce qu'ils étaient des enfants. C'est terrible. Question message, question continuité d'état d'esprit, continuité artistique, et comme nous le verrons, continuité scénaristique, c'est la misère. Ensuite, la fin, ce qui en faisait la valeur, c'était d'être une fin. Tu sais, ce qui est insensé, c'est de penser qu'on a fait tout ça et que jamais personne ne sera au courant. Je sais tout! Hein? Et je vais tout dire à papa! Pris comme un épisode isolé, le 95 est nul. Une approche destructive de sa propre œuvre est quelque chose que je trouve malsain. Destructive, mais me direz-vous, la suite, rien ne te force à la regarder, et en plus, ce qu'il y a eu avant, ça existe toujours. Erreur! Pour illustrer le propos, en général, j'évoque le chef-d'œuvre inconnu de Balzac. Là, je vais faire mieux. Imaginez une fille au bord d'une falaise qui regarde d'un air enamouré vers l'horizon. Cliché, certes, mais c'est une belle image. Maintenant, si je continue le dessin, hein, je dessine rien par-dessus, je dessine juste à côté, mais... c'est pas la même chose, hein. Pourtant, la partie du dessin qui était là avant, elle est toujours là. Et si je la cache avec la main, je la vois plus. Mais voilà, je dois faire un effort. Et même là, il suffit d'un coup de vent pour révéler ce que je veux pas voir. Il suffit que je tape Code Lyoko dans Google Images pour tomber sur des photos de Quentin Mérabet et Mélanie Tran. Ce qui suffit pour faire exister la saison 5 dans mon esprit. S'il y a un concours sur Code Lyoko et que j'y participe, je perdrai parce que j'aurais été infichu de dire que le méchant principal de Code Lyoko, c'est aussi un monsieur en blouse blanche avec une coiffure... je veux dire avec des lunettes et un nœud papillon ridicule, voilà. Donc non, l'argument comme quoi je suis pas forcé de regarder, il est fallacieux. Code Lyoko Evolution n'évitera pas plus mon nuit que le nuage de Tchernobyl n'a été bloqué à la frontière française. Mais si vous me permettez le parallèle avec les débats sur l'existence de Dieu, je dirais que ce n'est pas à moi que revient la charge de la preuve. Ce n'est pas à moi de prouver qu'il ne fallait pas de suite à Code Lyoko, c'est à mes adversaires de prouver qu'il en fallait une. Alors tentons de les aider. Une suite, soit. Une suite pour quoi faire? Accrochez-vous, on va rentrer dans les détails techniques. Une recherche sur les éléments non élucidés de la backstory, c'est fait. Si, c'est fait, c'est la saison 2. nous ne savons rien du projet Carthage et de la mère d'Aelita, c'est sûr, mais Aelita n'en ignore rien parce qu'elle s'en souvient, et Jérémy n'en ignore rien parce qu'il a lu le journal de Franz Hopper. Il le montre juste pas. Réfléchissez, ce journal fait des centaines, peut-être des milliers d'entrées. Entrée numéro 67, il parle du projet Carthage. 6 juin 1994, jour 67. J'ai compris que le projet Carthage était un programme militaire destiné à bloquer les communications ennemies. À votre avis, de quoi ça parle avant? Et après, avant qu'il commence à parler de Xana et de Lyoko, et avant l'entrée numéro 639, il parle de quoi? Il parle jusqu'à l'entrée numéro 1265 sans évoquer les hommes qu'il recherche. Jour 1265. Quelqu'un m'espionne. Quelqu'un qui veut m'éliminer. La dernière entrée est l'entrée numéro 2546. Alors ok, elles sont peut-être pas toutes là, mais quand Jérémy accélère la vidéo, à votre avis, de quoi peut-il bien parler? À part des fondamentaux sur le supercalculateur qu'il n'aborde qu'en numéro 639. Jérémy sait tout, c'est nous qui savons pas. C'est bien Franz Hopper qui a créé Xana. Dans son journal, il relate tout. Tout ce qui s'est passé depuis la création de Lyoko. Et il s'en fiche. Pourquoi il s'en fiche? Mettons-nous à sa place. Il n'est pas un spectateur, son problème c'est Xana, pas cette vieille histoire probablement déjà résolue. C'était en 1994. Ces faux fils rouges sont destinés à nous vendre de nouvelles saisons en nous mystifiant de cette façon et à dire l'histoire du supercalculateur est une longue et triste histoire, les vestiges de vie brisée qui en témoignage de l'échec complet de son créateur pour s'en sortir après l'avoir construit, restent inactivés dans une usine abandonnée. Donner aux héros une raison spéciale de s'intéresser à quelque chose qu'ils connaissent déjà, mais dont ils n'ont rien à faire, à quoi bon? Ah, la mère d'Aelita. Ok, la mère d'Aelita. C'est vrai que c'était franchement maladroit de leur part.
Probablement morte, c'est jamais précisé parce qu'ils n'ont pas le droit de dire mort ou tuer, surtout s'agissant de faits accomplis. Peu importe, ce probablement pousse les fans à demander à en savoir plus sur elle. Tiens, ça devrait être l'idée foireuse numéro 12, ça. En fait, les gens détestent les mystères irrésolus. Quand les auteurs le font volontairement, c'est à peine si les fans font pas du chantage au suicide pour avoir la réponse. Ils ont voulu donner une impression de mystère à Code Lyoko en montrant des énigmes irrésolues et personne n'a vu que c'était ça l'intention. Je reconnais, ils s'y sont mal pris. Mais l'intention reste claire, tout comme Jérémy sait tout sur le journal de Franz Hopper, Aelita se souvient sûrement des informations qui font que, contrairement aux spectateurs, le cas de sa mère, je rappelle probablement morte dans la continuité de la série d'origine, ne la préoccupe plus. S'il voulait nous en dire quoi que ce soit, il mettrait une version animée du journal de Franz Hopper dans les bonus des DVD, ou alors il publierait un spécial. Là, il cherche juste à attirer les fans en les appâtant avec un joli papier cadeau derrière lequel il suffit de mettre des noms rigolos qui sonnent suisse-allemand, ou pas d'ailleurs, pour que les gens aient l'impression que c'est plus important que ça ne l'est pour l'histoire. En passant, la backstory qu'ils ont recréée pour la saison 5 n'est, d'après les auteurs originaux, même pas cohérente avec l'ancienne. Et puis dans la mesure où elle n'intéresse pas les personnages, cette backstory, les faire s'y intéresser maintenant, ce serait comme le majordome dans Spider-Man 3 qui avait comme par hasard oublié de dire à Harry que son père était le bouffon vert et qu'il s'était empalé tout seul sur son planeur alors qu'il le savait. Et même dans ce cas, pourquoi pas un spin-off? Parce que ça correspond pas à l'audience cible. C'est fumeux ça. Pour moi, c'est bien la preuve que tout ça est l'équivalent scénaristique de bons effets spéciaux dans un mauvais film. En l'occurrence, laisser un petit bout de pain au terme du festin pour justifier d'en organiser d'autres. Pour pas gaspiller le bout de pain. Mais alors un nouveau festin, je veux dire pardon, une suite. Pourquoi faire? Un nouveau concept? Vous rigolez, ce sera toujours du recyclage. L'existence d'un nouveau territoire, saison 2, d'un nouveau monde virtuel, saison 4, les héros capables de manipuler des tours, saison 2, Xana cherchant à voler des codes aux héros, saison 2, de nouvelles tensions amoureuses, saison 2, un nouveau personnage, saison 2, un nouveau Lyoko guerrier, saison 3, de nouvelles règles de Lyoko, saison 3, de nouvelles textures de décor, de nouvelles animations, saison 4, fusion de monstres, saison 3, un changement de genre, saison 2 et saison 4, Xana plus fort toutes les saisons, Xana moins fort, saison 2, des hommes méchants, saison 2, saison 3, des plans à grande échelle, saison 4, une évolution de personnage, constante, un scénario plus dynamique, parce que ça l'est pas, Xana contrôlant beaucoup de monde, saison 2, Xana dans l'espace, saison 4, Aelita et son père réunis, saison 4, et puis il y a les attaques, objets géants, objets détournés, nanotechnologie, virus, musique mortelle, missiles, satellites, météorites, lacs électrocutés, tas de nourriture, gens possédés, gens zombifiés, gens dupliqués, gens et monstres matérialisés, nouveaux monstres virtualisés, nouveaux personnages matérialisés, attaques psychologiques, réalité virtuelle façon Matrix, séisme, inversion de gravité, sol devenu meuble, changement de corps, dédoublement, des incarnations, l'attaque des robots, l'attaque du matériel, l'attaque du gaz, l'attaque de la boule d'énergie, la démolition, les animaux déchaînés, des frelons, des rats, des loups, des chiens, des sangliers, des oiseaux. Dans les interactions des héros, ils ont fait de la musique à plusieurs reprises, découvert le monde, manqué d'être séparés, participé à toutes sortes de projets de classe, joué au loto, fait face aux difficultés scolaires, à des histoires de nourriture, de cohabitation, de proximité, d'éloignement, de mauvais rapports parentaux, de mal tournés, d'égoïsme, d'altruisme, de superstition, de jalousie, de confiance, de complicité, de gentillesse, de méchanceté, de ragot, d'humiliation, de punition juste et injuste, de conduite accompagnée, d'acceptation, de rejet, de solidarité. 95 épisodes, vous vous rappelez? Plusieurs attaques dans une seule journée, des modifications de Lyoko par Xana, c'était déjà pas inédit dans la saison 1. Le fait que les héros deviennent, disons, très faillibles à cause de la pression, c'était déjà dans la saison 2. Les couples, Jérémy et Aelita étaient ensemble avant qu'elles soient matérialisées. Ça n'a jamais changé. Ulrich et Yumi, ben ça on en a déjà bien parlé dans les précédentes vidéos. Si ce qui se passe dans Routine n'a pas valeur de conclusion, rien ne l'aura. Par ailleurs, toutes les étapes d'un établissement de couple sont dans la série, sauf que il se trouve qu'elles sont dans le désordre. De fait, il n'est pas évident pour tout le monde qu'elles sont toutes présentes, moi-même au début je me suis laissé mystifier, comme j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Mais le fait est que, aussi désagréable que soit la conclusion de ce scénario présenté dans le désordre, quoi qu'il fasse, ce sera du recyclage de scénario. Une suite pour prolonger le plaisir? Si vous voulez mon avis, il y a des séries vraiment mieux adaptées pour ça. Si vous vous attachez à un style d'écriture, regardez ce que les scénaristes ont fait d'autre. En fait, je pense qu'on associe le terme série à une seule catégorie de production intellectuelle alors qu'en fait c'en est deux. Vous avez le style série de super-héros, où le personnage est d'ailleurs pas forcément un super-héros, mais où la structure fait qu'on s'y intéresse pour ce qui se passe sur le moment, pas par anticipation de dénouement. Dans le genre, vous avez toutes les séries de super-héros, toutes les séries humoristiques comme Hey Arnold, La Cour de Récré, Phineas et Ferb, Bob l'éponge, toutes les séries à formule stricte comme Malo Corrigan ou Chasseur de Dragons. C'est des séries que, en général, on regarde soit pour les gags, soit pour les personnages. Et il y a celles qu'on regarde pour l'intrigue, et ça n'a rien à voir. Ça, c'est les Hoban, les Chris Colorado et la plupart des animés japonais dont souvent personne n'aurait l'idée de demander une suite. Vous demanderiez une suite à Harry Potter? Au Seigneur des Anneaux? Si oui, admettons, même si je comprends pas trop. Sinon, pourquoi vouloir ça pour Code Lyoko? Vous vous demandez sans doute pourquoi je vous demande ça, et bien c'est très simple. La production prétend qu'elle a fait la saison 5 à la demande des fans. De nombreux fans. De très nombreux fans. De très nombreux fans. J'ai été témoin de la grande pétition pour la saison 5. Donc oui, surtout dans la mesure où la production avait affirmé son intention de ne pas faire de suite il y a 5 ans, Code Lyoko Evolution aurait été rendu possible par les fans qui l'ont demandé. Je me demande bien pourquoi ils ont fait ça. Bon, ceci étant dit, passons à Code Lyoko Evolution elle-même.
j'aimerais faire un aparté. Quand j'ai eu l'idée de critiquer la saison 5, je comptais surtout m'en prendre au concept d'une saison 5, comme je l'ai fait. Je pensais que la saison 5 elle-même, pour ce qu'elle était, me donnerait une partie des armes nécessaires pour la désavouer, parce que c'était inévitable. Mais je pensais que sa nullité serait subtile, qu'elle tiendrait à l'état d'esprit, à la continuité. Et qu'est-ce qui me tombe entre les bras? Une production de cheap en live action, des décors en carton, des effets spéciaux dessinés au crayon, des costumes, des coiffures. Laisse tomber, des scénarios écrits avec les pieds. Sérieux, le labo, le retour vers le passé. J'ai vu plein d'avis positifs dessus, mais vous avez fumé quoi? C'est hideux, regardez, on a l'impression qu'ils ont mis des graphismes de Nintendo 64 sur des images live. Le hall de l'usine, on dirait une peinture, on n'a même pas l'impression qu'il soit vraiment là. Le collège ressemble au Fort Boyard, il est gris et moche. Le parc et les égouts sont passables, mais l'entrée des égouts est devenue un bunker, allez comprendre. On m'a expliqué que c'était pour qu'ils aient quelque chose sur quoi grimper. Mais je comprends pas tellement cette explication non plus. En live action. Pourquoi? Pourquoi pas? Je trouve que le rendu visuel est franchement pas terrible, mais si vous me disiez que le rendu 2D du dessin animé était franchement pas terrible non plus, je serais pas d'accord avec vous, mais j'admettrais que vous n'êtes pas les premiers à le dire et que des gens le disaient même à l'époque de la série de base. Donc ok. Les acteurs sont pas formidables. Vraiment. Je vais aller sur Lyoko. Oh ouais, bonne idée. Mais pourquoi? Pour aller dans le cœur, près de mon père. Avant que t'éteignes, s'il te plaît. Bon, ça tient aussi au fait qu'on leur fait vraiment dire des répliques de merde. Vous vous souvenez de ce qu'on disait sur les calembours et les répliques qui tuent dans Code Lyoko? Disparu. À la place... Faut se la jouer plus viril, ouais, salut Yum. Viens là, j'ai un truc à te dire. Je t'aime, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Et les acteurs sont mauvais. Alors, je sais déjà ce que vous allez dire. Aurais-tu pu faire mieux? Non. Vous m'avez vu essayer dernièrement? Alors oui, je me produis devant vous. Mais je ne prétends pas que mon émission se passe dans la même continuité que les films de Marcel Pagnol. Ma propre nullité ne fait tort à rien ni à personne. Vous pourrez dire aussi que pour un premier rôle, c'est pas si mal, que c'est très méchant de dire du mal alors que ces gens ont beaucoup travaillé pour ce résultat. Encore une fois, les acteurs, si vous me regardez, ce dont je doute beaucoup, non, je regrette, vous n'êtes pas bons dans ces rôles. Dans d'autres rôles peut-être, mais pas dans ceux-là. Mais vous partiez avec une multitude de handicaps. Dans les conditions dans lesquelles vous avez travaillé, vous ne pouviez pas non plus faire des miracles pour interpréter des personnages de dessins animés, surtout quand ceux-ci ont été à ce point massacrés par les dialoguistes. Et plus important que tout, vous aviez un standard à respecter. C'est pas l'idéal pour de jeunes acteurs qui débutent comme c'est le cas de la plupart d'entre vous. C'est sans doute l'idéal pour personne. C'est une raison pour que je vous le reproche pas à vous. Ce n'est pas un argument pour que je m'empêche de dire la vérité. Le résultat est mauvais. Très mauvais. Les gens qui regardent à partir d'un certain âge sont ceux qui regardent en vertu de leurs attentes, en vertu d'un intérêt pour la série d'origine, ou tout simplement son concept, pas en première approximation pour les qualités intrinsèques de la saison 5. Même avec ses variations sur la chronologie, Evolution est une suite, en ce qu'elle ne raconte pas le début de l'histoire qui lui donne tout son intérêt. Cette saison 5 n'a aucune valeur propre. Ses seules vertus proviennent de ce que les 4 premières saisons lui ont laissé à grignoter. Et nous verrons que ce n'est pas grand-chose. J'ai dit jadis qu'on ne pouvait pas rendre justice à Code Lyoko comme ça en faisant des discours dessus, que chaque épisode enrichissait un peu la mythologie de la série qui était de fait très fournie, etc. etc. J'ai dit ça, il y avait 95 épisodes. Là, il n'y en a que 26. On peut procéder comme ça, d'autant plus que si je le fais pas, j'entends d'ici des fans en colère venir me dire « Ouais, tu critiques alors que t'as vu un, peut-être 2 épisodes ». Ben non. Accrochez-vous. Quand j'ai vu l'épisode 1 pour la première fois, je me suis dit, on dirait un projet de fan cosplayé. Et c'était vrai, l'épisode 1 est objectivement mauvais. Les filtres sont mauvais, la caméra tient pas bien, les transitions sont trop rapprochées, on comprend pas la moitié des répliques des personnages tellement ils parlent vite, et on n'y croit pas 2 secondes tellement ils sont mous. On nous introduit cette histoire de cybersport qui n'a ni queue ni tête, même selon les standards des sous-intrigues de Code Lyoko. Xana réattaque en empêchant Ulrich de se déclarer à Yumi, car dans cette saison ils en sont encore là. Les personnages sont présentés avec ces espèces de cadres photos, Aelita est agressive avec les autres, la mise en scène est pourrie, Jim joue pas trop mal mais il est plus caricatural qu'il ne devrait, les scènes 3D sont pas très bien doublées, mais ce n'est le cas que pour le premier épisode. Les autres ont une mise en scène correcte et un jeu d'acteur à peu près acceptable. Mais encore une fois, c'est du recyclage. Et au moment où on pensait détruire Xana, il a injecté ses codes en vous. L'explication donnée du retour de Xana est un mix entre les Horcruxes d'Harry Potter et le soi-disant virus d'Aelita de la saison 2. Le modus operandi de Xana ressemble à celui de la Méduse dans la saison 2. Le 2e épisode de cette saison ressemble beaucoup au 2e épisode de la saison 2. Le 3e épisode est pas très inventif. On a un spectre et un 2e spectre, 2 tours désactivés par Ode et Yumi. Je voudrais que t'essayes de désactiver la tour. Quoi? Mais y'a que toi qui puisse le faire. J'ai un pressentiment, autant essayer, non? Félicitations, vous avez retiré un fondamental de la série en vous croyant originaux. Pour rien! Pour rien! Encore ça servirait à quelque chose, mais là c'est pour rien! Dans la saison 4, William désactivait une tour activée par Jérémy. Donc aucun intérêt conceptuel, et du coup Aelita ne sert plus à rien.
Le 4e épisode ressemble à Replica et à tous ceux où d'autres personnes découvrent l'existence du supercalculateur, sauf que cette fois c'est pour en faire un personnage régulier. D'ailleurs, c'est un peu bizarre, on y reviendra. C'est pas comme si ça ressemblait à William à la fin de la saison 3, sauf que là aussi ils ont besoin de perdre des neurones pour que ça marche. J'ai multiplié par R. Non, désolé, j'ai oublié la masse. Donc ça fait A égale Laura. Donc je pose. A est égal à la masse S multipliée par R au carré. Le 5e épisode est encore une bête histoire d'attaque de spectre et tout le monde est en effervescence pour ces monstres même pas fichus de courir. Et Hot qui drague une fille, c'est très inventif tout ça. Des monstres invisibles, Xana a créé des tours et des territoires invisibles et dont je préfère pas en parler, Aelita en fait apparaître une avec ses champs de force. Gagné! Ouais! Xana nous a déjà fait cette blague! Épisode 6. Oh non, j'y crois pas. T'as fait péter la sono? C'est marrant parce qu'il est gros. Et ce psychodrame sur les crimes de Franz Hopper ou que sais-je. C'est de la redite. Tu te rends compte que mon père m'a volé ma vie? De la redite et toujours de la redite. 2 supercalculateurs identiques et pourquoi pas 3 tant qu'on y est. Épisode 7. Bien réalisé, mais quel intérêt? Mur de bloc, Beach Please. Dans la saison 1, Xana inversait le décor. Dans la 2, il le faisait disparaître. Et il créait des marées de crabes et des murs de bombes de manta. Spectre polymorphe, saison 2. Gens qui disent n'importe quoi? À rien tu ressembles, Betrave. Saison 2 et saison 3. On compte les exemples de quiproquos par dizaines. Épisode 8. On active le virus, on le met dans le cœur du cortex et alors... Plus de cortex. Ça veut dire plus d'accès au réseau pour Xana. Ok. Pourquoi vous vous translatez pas simplement à côté du supercalculateur du cortex? Bon, et puis le retour vers le passé qui marche pas... Mais c'est pas possible. Comment elle peut avoir des souvenirs? J'en sais rien. C'est la première fois que le retour dans le passé ne marche pas. Je regrette, mais si, il y a un précédent. J'ai encore rêvé de toi cette nuit. Ben voyons. Je te jure, il y avait cet ordinateur genre science-fiction dans une immense usine. Et soudain, toi et moi, on se trouvait sur un pont et on se battait contre un type habillé en ouvrier et qui faisait des sauts incroyables dans les airs. Surmenage, saison 3. Vous êtes parti du principe que le supercalculateur du cortex était une réplique exacte du vôtre. Mais c'est pas le cas. Quoi? Elle a raison. Mais c'est sûr. Même si votre loco a servi de modèle, le système a été entièrement repensé. Mais à la preuve, les pare-feux qui ont bloqué le virus ou les nouvelles créatures que vous avez jamais vues. Et non, des nouveaux monstres et structures, ça veut pas dire que le supercalculateur est différent. Sur Lyoko, avant, il n'y avait pas de tarentules. Et puis il y a eu des tarentules. Avant, le 5e territoire était pas comme ça. Ensuite, il l'est devenu. Certains de ces épisodes sont acceptables dans leur construction et sont relativement bien réalisés, mais le jeu en vaut-il la chandelle? À quoi bon continuer un feuilleton auquel d'autres auteurs ont déjà mis un point final si c'est pour un genre de service minimum comme ça? L'épisode 9 est un genre de recyclage de l'épisode 65 et de Marabunta. Avec ces faux codes, Xana ne gagnerait pas en puissance. Pourrait même en perdre. C'est mon système multi-agent, un programme qui fonctionne sur le même principe qu'une fourmilière. Seulement, les fourmis sont remplacées par des petites sphères qui ont pour mission de trouver et détruire les monstres de Xana. Ou au meilleur de sa forme, si vous préférez. Je crée un spectre. Celui qui fusionnera avec lui deviendra invincible. Ou expérience, épisode 78. C'est-à-dire de bonnes idées, mais de bonnes idées déjà exploitées. Et le plan des héros est crétin, ils croyaient vraiment que Xana regarderait pas ce qu'il faisait. À d'autres, il y a du gaz hilarant et des bulldozers à l'école, il le sait instantanément. Ah oui, et puis les bonnes idées de Jérémy potentiellement dangereuses pour la santé, c'est aussi dans l'Ultimatum, dans Triple Saut et dans des incarnations. L'épisode 10 est bien, ils reprennent des idées de gravité zéro et des épisodes de translation de la saison 4. Mais ils nous feront pas croire qu'ils sont infichus de se battre contre des humains sur Lyoko, ils se battent contre William dans la saison 4. Le fait qu'il y ait un autre méchant que Xana est effectivement une nouveauté, c'est pour l'instant la seule vraie innovation, mais... Qu'est-ce que c'est que ce délire? Voilà quoi, ça avait pas besoin de s'appeler Code Lyoko dans ce cas. L'épisode 11 est un épisode débile où les personnages sont tous crétins et qui n'est là encore rien de plus qu'un mix. Un mix entre Franz Hopper et Mémoire Blanche. Je t'attends sur Lyoko. Si tu veux en savoir plus sur tes parents, rendez-vous maintenant dans la chapelle. L'épisode 12 est... Monsieur le directeur? Oui. On vient de livrer 1000 paires de tons gros en 38. Je les mets où? très mauvais. Quelques relents de la Belle de Cadic et une attaque sans intérêt. Mais alors vraiment... C'est un miracle! Si vous aimez, expliquez-moi. C'est qui, Laura Gauthier? On sait déjà beaucoup trop sur nous. J'ai quelque chose là. C'est une attaque de Xana. L'attaque ne vient pas de Lyoko, elle vient du cortex. C'est un vrai danger, tu comprends. Mène-toi à désactiver sur le cortex. C'est ça notre priorité. Elle est trop loin. Allô, c'est mon père. Ton père? Mon père. Ton père.
L'épisode 13 reprend des idées de torpille virtuelle et de superstition. Ah, sans compter les jeux sont faits. Ouais, sauf que dans Superstition, Odd est le seul à pas être superstitieux. Pourquoi est-ce que c'est l'inverse maintenant? Et puis ouais, l'attaque de Xana consiste à faire gagner tout le monde au loto. Il s'étonne que ce soit une diversion, non pas que ce soit une redite. À part peut-être de l'épisode 57 à Elita. L'épisode 14 est bien, à croire que retirer les éléments Code Lyoko de Code Lyoko Evolution est la seule façon possible de s'en sortir. On reviendra pas sur le fait que Franz Hopper s'est disputé avec Tyrone le 25 juin 2003, c'est-à-dire plus de 9 ans après sa disparition. Et en plus, cet épisode va souffrir du syndrome routine. Vous savez, c'est marrant Code Lyoko. Au lieu de la situation classique où tout le monde est au courant que les personnages sont ensemble sauf eux-mêmes, là, tout le monde est au courant que les personnages sont ensemble sauf les spectateurs qui, pour une raison obscure, refusent de l'admettre. Franchement, une déclaration, il faut quoi de plus? Il y en avait déjà une dans Routine, les gens l'ont royalement ignoré, il n'y a pas de raison que ce soit différent cette fois. L'épisode 15 a été relativement mal accueilli, même par les personnes les mieux disposées envers cette 5ème saison. Je ne comprends pas pourquoi. Entendons-nous bien, c'est nul à chier. Mais cet épisode, qui au passage reprend de bonnes idées de leçons de choses et une scène qui ressemble vaguement à celle de l'épisode du lac, a le mérite d'avoir un vrai scénario, de faire avancer l'intrigue, de faire preuve d'un peu de psychologie, et même de ne pas avoir d'incohérence démentielle avec la série originale, vous vous rendez compte? Bon, évidemment, ça n'empêche pas que le joueur de football américain soit ridicule, que la façon de le contrer soit ridicule, que le fait de perdre ses codes sources ne tue pas est ridicule, et que le faux William est vraiment pas Code Lyoko. Tu es le laissé pour compte. Le mec sympathique, bien utile pour combattre, mais qu'on jette, ou pire, qu'on ignore quand on n'a plus besoin de lui. Code Lyoko, c'est plutôt ça. Tu sais que tu perds ton temps, Xana. Odd n'a jamais réussi à me battre. Ah ouais, d'accord. Ça change tout. Ou ça. Jérémy! C'est moi, c'est Yumi! Réveille-toi! Allez, réveille-toi! Mais pas ça! Je sais que tu le ferais. Je sens la violence de ta colère. Elle accroît ta force et la puissance de ta volonté. L'épisode 16, il ne s'y passe rien, hormis dans les 6 ou 7 dernières minutes de l'épisode. Le style de mise en scène typique de cette série fait que le dialogue final tombe un peu à l'eau. C'est moi qui contrôle tout. Pourtant, il y avait du potentiel. Et puis cet épisode rend flagrant quelque chose qui pourrait passer inaperçu sinon. Vous savez, quand on lit les wikis sur Code Lyoko, on y lit que le personnage de Tyrone était en fait dans le cahier des charges de la saison 4, mais qu'ils y avaient finalement renoncé, parce que, disait-il, un tel personnage n'avait pas sa place dans Code Lyoko. Et effectivement, quand on le voit apparaître à l'écran et parler au héros, on se dit « mais c'est qui ce type-là? Qu'est-ce qu'il vient foutre là ?» Savez-vous seulement qui je suis? Sa présence pose le même genre de problème que celle de William, et ça transparaît dans le dialogue. C'est qui ce type? Un méchant très méchant? Tyrone ne craint personne. Une figure d'adulte qui est aveugle à des choses que seuls des personnages comme les héros peuvent voir? Xana? Jamais entendu parler. Quelqu'un de juste bête qui comprend pas le danger? Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va pas là-dedans. On le voit se dandiner et faire le très méchant devant les héros alors que son seul crime jusqu'à présent a été de ne pas se rendre compte que son ordi était infecté par un programme très dangereux. Mais si c'était le cas, je le saurais. Le fait de se battre manifestement contre des mineurs a pas l'air de le surprendre plus que ça, mais en même temps il a l'air de trouver son opposition avec les héros un peu bizarroïde. L'ambivalence c'est une bonne chose quand on veut pas faire quelque chose de trop manichéen, mais là vous voyez je me sens un peu comme dans l'épisode 22 de Digimon 02. Dans l'épisode 22 de Digimon 02, ils ont vaincu l'empereur des Digimon, ils doivent tout reconstruire et Davis galère contre un bête champion en essayant de faire se transformer son Digimon. Ça va tellement pas avec le contexte, passons. C'est moi. C'est moi qui contrôle tout. Tyrone ne craint personne. Nicky Larson ne craint personne. L'épisode 17 est très au-dessus de la moyenne de cette série. Mais encore, ça fait pas Code Lyoko. Ça reprend des concepts de enragé et un peu de fausses pistes. Bon, on se demandera pourquoi c'était indispensable d'amener l'agent à l'usine pour le retour vers le passé, et aussi comment Laura fait pour avoir gardé la carte plastifiée de l'homme après le retour vers le passé. C'est clairement pas un truc qu'elle a pu réimprimer après. Et non, dans Faux Départ, où le cas semble se présenter également, on nous fait comprendre qu'il n'a pas vraiment la photo en main. Il s'en souvient, regardez le raccord. Et en admettant qu'il ait eu le temps de mettre la photo dans sa poche, il a pu la scanner dans le supercalculateur, comme il fait avec le truc de Sissi dans Contact pour pas le perdre lors du retour vers le passé, puis la réimprimer dans sa chambre vu qu'il y a eu une ellipse. Et puis, indépendamment de ça, cette photo avait pas vocation à être importante pour l'épisode, alors que là, si, on le verra plus tard. Mais c'est du chipotage, admettons que cet épisode est bon. L'épisode 18, il est difficile d'en dire du mal sans faire preuve de mauvaise foi.
Les dialogues de Jim, qui est un recyclage d'un dialogue de réplica, m'a fait froncer un sourcil, mais j'admets que c'est extrêmement secondaire. Dans un sens, cet épisode légitime l'existence d'une nouvelle saison en ce qu'il fait écho aux doléances des fans concernant les points restés obscurs dans les saisons précédentes. Révélation, l'élusive mère d'Aelita travaille avec Tyrone. Nos héros décident de ne pas détruire le supercalculateur de Tyrone qui est leur seule fenêtre vers cette femme. Un enjeu de type saison 1, rendu acceptable pour le spectateur par des éléments laissés ça et là par un scénariste de talent, Bruno Regeste, également scénariste des 4 premières saisons et de l'épisode routine en particulier. Pourtant, moi je n'en ressens qu'une certaine fatigue et un certain désabus. Je sais que j'ai décidé par avance de détester cette saison 5 pour toutes les raisons que j'ai évoquées au début, mais je crois pouvoir dire indépendamment de ça que ces réponses, si légitimes qu'elles soient compte tenu des attentes de beaucoup de fans, sont peu en harmonie stylistiquement avec tout le reste. Dans cet épisode, le mystérieux passé de Franz Hopper avec le projet Carthage et la construction du supercalculateur vu à travers les yeux d'une petite fille devient la réalité surréaliste d'un savant fou standard avec de grosses lunettes, d'un super vilain de bande dessinée qui ressemble à l'idée qu'un enfant se ferait d'un adulte méchant sorti du chapeau par Xana au moment de sa résurrection. Et ça ressemble pas à Code Lyoko. Effectivement, l'enjeu présenté à la fin de cet épisode ressemble à celui de la saison 1 par bien des aspects, mais la saison 1 avait un côté bon enfant qui allait avec. C'était un enjeu pur, sans passer, avec tout l'espoir devant lui. Mais là, ces vieux enjeux sont derrière eux, les fils du conflit se sont dénoués. Il crée un nouveau nœud en s'interdisant de se translater une seconde près du supercalculateur de Tyrone pour que Jérémy puisse le localiser. Qu'il n'ait plus besoin de Xana et qu'il puisse le démolir, le redémolir exactement de la même façon que dans la saison 4 en passant. Ils refont le beau geste maintenant que ça a le moins de sens. C'est bien amené, c'est bien traité, c'est bien rendu. Mais c'est en même temps la négation de tellement de choses. En fait, ce que ça légitime, c'est surtout la position de Chucky de boycotter la saison 5, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Parce que je me rends compte, en voyant cet épisode, que pour quelqu'un comme moi, qui aime sincèrement l'histoire et les messages véhiculés par Code Lyoko, la qualité objective d'une suite qui, par essence, remet tout ça en cause, cette qualité objective, donc, n'est vraiment pas la question. Rien de spécial à dire sur l'épisode 19, sinon que, d'après Révélation, je rappelle que les spectres virtualisés n'ont pas besoin de la tour activée pour se maintenir. Mais c'est mineur. Je n'aime pas l'idée qu'on puisse atteindre Xana via ces spectres. Et puis... si Jérémy est capable de réinjecter les codes et de les déplacer ou que sais-je, pourquoi ne peut-il pas simplement les effacer? Ou en effacer une partie, ce qui permettrait, je sais pas, s'il en efface les 4/5 de ce qu'il a récupéré sur le spectre, d'en donner un tout petit peu à Odd pour désactiver la tour, et de détruire le reste, de sorte que Xana ne puisse jamais arriver à 100%. Je sais, dans plein d'histoires c'est comme ça, on trouve des solutions sous-optimales par manque de temps. Mais je pense qu'ils y auraient pensé dans les autres saisons. Surtout dans les autres saisons, ils auraient plus longuement réfléchi à la question de comment on débarrasse les héros de leur code, merde. Le fait de pas se poser cette question, quelque part, c'est l'aveu du fait qu'ils veulent pas faire de fin. Pourquoi tu essaierais pas les réseaux sociaux? Tu pourrais mettre une photo de ta mère en ligne et d'un coup tu toucherais des milliers de personnes. Sinon, on apprendra par la suite que cette histoire de réseau social était effectivement stupide. À propos, l'épisode 20 est inspiré de mauvaises répliques en chiant, en pas marrant, en débile et en sans intérêt, sauf une scène bien à la fin. Et il est bourré d'incohérences. Si Jérémy peut faire un clone qui parle en quelques heures, qu'on puisse contacter le Cortex avec un portable, c'est débile. Qu'on puisse contacter un portable depuis le Cortex, c'est encore pire. Et surtout... j'ai comme des crampes. Non, on n'attrape pas de crampes sur Lyoko, on ne dort pas sur Lyoko, on ne rêve pas sur Lyoko, c'est un point important dans la saison 1, merde. Et bordel, dites pourquoi il n'y a pas de translation possible. Bon, je sais pourquoi il n'y a pas de translation possible, c'est parce qu'il n'y a pas le budget pour, mais enfin ça c'est pas une raison scénaristique. Le 21 est juste ennuyeux, avec des idées reprises de Mon Meilleur Ennemi, de Chaînon Manquant et un peu de Canal Fantôme. En mal fait. Disons que... c'est vraiment pas marrant en fait. Ces spectres restent très difficiles à prendre au sérieux. L'épisode 22 a une très bonne scène au prix d'un million d'invraisemblances et de bullshit avec les mécanismes fondamentaux de la série. Bon, on est d'accord. Jérémy, tu vas lancer un retour dans le passé. Elle se souviendra plus de rien. Ça marche pas sur moi. Surprise, je viens de boucler une nouvelle version. D'ailleurs, cet épisode pose vraiment la question de ce qu'ils ont voulu faire avec le personnage de Laura au final. Ils voulaient en faire un personnage récurrent sympathique pour attirer les nouveaux spectateurs? J'adore les jeux vidéo. Enfin, pas y jouer, ça me gave. Mais les programmer, ouais. Je suis fan d'informatique. Bah d'ailleurs, j'adore toutes les matières scientifiques. Comme toi, en fait. Sauf que moi, je me plante pas sur des exercices hyper faciles. Ils voulaient en faire une Marissou destinée à être éjectée à la fin de la saison? C'est très bizarre. Bref, on pardonnera les facilités scénaristiques et la vacuité caractéristique de toute cette nouvelle série. À propos, la méduse est déjà détruite une fois dans le lac. Même ça, c'est pas vraiment une nouveauté. Ah oui, et comme Laura est au courant pour Lyoko depuis plus de 10 épisodes, on sent venir l'incohérence gros comme une maison, ça m'étonnerait qu'il fasse un retour vers le passé de plusieurs mois. Ah, gagné. Pour le 23,
Je rappelle que la date d'anniversaire d'Aelita est décidée par Jérémy dans la saison 4. Sa mère peut pas connaître cette date. Le piège à la mémoire blanche, c'est jamais que la 42e fois, on s'en lasse pas. Sinon, un épisode chiant avec un spectre qui marche. Pas celui-là, malheureusement. L'épisode 24, qui ne fait que reprendre des trucs de Contact, de Au meilleur de sa forme, de Canal Fantôme et de Un grand jour, est une bouillie de conneries illogiques et incohérentes. Les gars de la saison 5 ont trouvé le moyen de pas comprendre un truc aussi simple que le retour vers le passé des saisons précédentes. Du coup, on a pléthore d'élucubrations cartoonesques sur ceux du passé qui doivent contacter ceux du futur, William qui apparaît au milieu des autres alors qu'il devrait se retrouver là où il était à cet instant dans le passé, la carte qui a survécu inexplicablement comme je vous l'ai dit tout à l'heure et qui a une importance pour le scénario, et... Mais tu nous dis toujours que courber l'espace-temps nécessite énormément d'énergie. Ouais, c'est pour ça qu'on limite les retours dans le passé. Non, c'est pas ça la raison, c'est ça la raison. Pourtant tu sais que les retours vers le passé renforcent Xana. Ah, et nous avons cette perle. Non seulement Styron est méchant, mais en plus il a une vraie tête de méchant. L'épisode 25 est bien. Bruno Regeste, what else? On conclut en mocheté par un cliffhanger dans l'épisode 26, épisode 26 qui n'a pour lui que de bons effets visuels mais dont le niveau de stupidité me prendrait un autre quart d'heure à expliquer. Bon, à ce stade de la démonstration, vous vous demandez sûrement pourquoi je fais ça. Insensible à ma métaphore du dessin de tout à l'heure, vous me direz que si j'aime pas, non, je suis vraiment pas forcé de regarder, que les faiblesses d'une saison 5 qui est la suite de 4 saisons dont je suis fan, ne justifient pas à elles seules que j'en fasse une affaire d'état. Alors que je vous explique encore une fois, ou plutôt, prenons un autre exemple cette fois-ci plus concret. Les jeux Zelda sur CDI. Ils sont jugés très mauvais. L'histoire s'arrête là, non? Bah non, ces jeux sont quand même estampillés de la même façon que d'autres jeux jugés très bons, qui ont une communauté de fans très importante. Les jeux Zelda ne sont pas très connectés entre eux, ils ont tous une intrigue qui se suffit à elle-même, et qui n'est liée aux autres que par un fil rouge très ténu. Pourtant, bien que chacun des jeux de la franchise soit plus ou moins indépendant des autres, le fait qu'il existe des jeux merdiques qui portent le nom de cette franchise a causé une telle souffrance à certaines personnes qu'il a fallu que les gars de Nintendo confirment explicitement que ces jeux étaient hors continuité. Je pense que beaucoup parmi vous comprennent ce phénomène. Et il y a eu la même chose pour des œuvres comme Gargoyles, Star Wars, Digimon. Les gens sont attachés à des œuvres de fiction parce que ce sont des éléments de leur patrimoine, comme des tableaux ou des monuments. Pour moi et... pour Shuki, c'est le cas de Code Lyoko. C'est un monument déjà gros. Un monument sans toit, comprenez, une histoire sans fin, ce n'est pas intéressant. Moonscoop nous avait offert ce toit, un toit pas parfait mais qui nous convenait. On nous retire ce toit pour ajouter des étages qui, non contents de retirer le toit et retirer la notion de toit comme je vous l'ai expliqué au début, écrasent les fondations et le rez-de-chaussée et les rendent insignifiantes. Ordonner c'est donner et reprendre c'est voler. Et nous nous battons contre ça, nous nous opposons à toutes ces suites qui sont la négation de leurs prédécesseurs. Nous sommes contre l'idée d'un Star Wars 7, nous sommes contre l'idée d'une saison 2, enfin 1 de Marcelino. Nous serions contre un Harry Potter 8, un Seigneur des Anneaux 4 ou un Argylle 2. Pour avoir le droit d'exister après l'accomplissement de l'enjeu principal de son prédécesseur, une suite doit avoir une bonne justification. Elle doit être en mesure de prouver que son prédécesseur n'est qu'un socle, qu'elle compléterait de manière harmonieuse et esthétique. Une telle justification, pour toutes les raisons que j'ai données, Code Lyoko Evolution ne l'a pas.